je sais pas. J'ai quelques diapos. Est-ce que vous pouvez me les afficher, s'il vous plaît? Ouais, je vais rester là peut-être. Je vais prendre ça en tout cas. Merci beaucoup. On met en plein écran. Ouais. Super. Rebonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de faire avec vous quelque chose que vous êtes amené à faire quand vous êtes confronté à une situation concrète qui pose des questions d'un point de vue éthique. On va prendre une situation, c'est une situation réelle qui s'est produite dans un établissement, et je vais surtout essayer de vous proposer ce qui est actuellement la façon dont une sorte de grille d'analyse ou de cadre de réflexion, plus exactement, pour aborder ces situations concrètes. L'éthique que vous êtes amené à faire, elle ne se réduit pas et de loin à l'analyse de situations problématiques. Vous pouvez avoir une réflexion sur vos organisations, vous pouvez avoir vos réflexions sur les habitudes d'un service. Donc là, on prend un tout petit aspect de ce que c'est que la réflexion éthique, c'est de la réflexion éthique sur des cas concrets. Dans ce genre de situation, vous êtes face à peu près à cela, un dilemme avec une situation qui offre, alors j'ai mis une situation simple, deux options dont aucune des deux ne paraît forcément préférable à l'autre. Ça rappelle des dilemmes qu'on peut avoir, par exemple, en médecine, en réanimation, lorsqu'on se demande si on est en situation d'obstination déraisonnable et où on se demande si on poursuit des traitements ou si on les limite ou si on les arrête. C'est à des dilemmes de cette nature. Bien entendu, vous, dans le médico-social, même s'il faudrait faire des nuances, vous pouvez aussi être amené à des situations de cet ordre-là. Et donc, c'est à ça qu'on va travailler. Voilà la situation. On est en mars 2021 dans l'unité protégée d'un EHPAD francilien qui accueille 6 femmes, 2 hommes. Monsieur F est à 93 ans. Il est arrivé au début de l'année 2020. Il est en tutelle. Son épouse vient le voir tous les dimanches depuis l'été 2020. Madame D, 86 ans, est arrivée au début de l'année aussi. Elle a 2 filles. L'une des 2 est sa personne de confiance. Son époux l'appelle régulièrement au téléphone, mais il ne vient pas la voir. Dit-il, n'est pas trop en état. Il lui demande régulièrement, en revanche, quand elle va rentrer à la maison. Les filles de Madame D décrivent leur père comme un homme méchant, avec un peu de maltraitance à domicile. Madame D était assez anxieuse à son arrivée dans l'établissement. Elle était tout le temps inquiète. Aujourd'hui, elle est plus calme. Début 2020, une relation affective se noue entre monsieur et madame, qui, selon l'équipe, se passe plutôt bien. Chaque fois que j'ai mis des guillemets, ce sont les propos même des gens de l'équipe qu'on a rencontrés. Madame vient chercher monsieur, ils passent du temps ensemble, se prennent la main, s'embrassent, sans que ça n'indispose ni n'intéresse particulièrement les autres résidents. Par la suite, dit l'équipe, la situation se complique. Monsieur et madame s'enferment la nuit, parfois pendant la journée. Ils ont des rapports intimes. Madame a déjà été trouvée nue dans la chambre de monsieur et l'infirmière est allée occasionnellement lui acheter une crème intime qui n'était pas remboursée, préférant l'acheter elle-même plutôt que de demander à l'une des filles de le faire. La situation divise les équipes. Certains professionnels sont mal à l'aise d'être les témoins d'une relation adultère. Ils cherchent à séparer les résidents car, disent-ils, l'un et l'autre sont mariés. D'autres privilégient le droit des résidents à une intimité et à une vie affective. Par le passé, une autre situation s'est produite dans l'unité. 2 résidentes avec des troubles cognitifs se retrouvaient régulièrement dans leur chambre. L'une d'entre elles a dit à des membres de l'équipe qu'elle se sentait harcelée sexuellement. L'équipe a pris l'initiative de prévenir la curatrice de l'une des résidentes qui a sorti la résidente de l'établissement et déposé une plainte au commissariat. Je fais une toute petite parenthèse. Très souvent, quand il y a une situation éthique qui remonte comme ça, il y a un cadavre dans le placard. C'est-à-dire qu'il y a une situation analogue qui s'est produite il y a 1 an, il y a 2 ans, qui a marqué les équipes et qui fait que celle-ci, elle va particulièrement les alerter et particulièrement les mettre en insécurité. Les conjoints et les filles de madame ne sont pas au courant de la situation. Du fait de la pandémie, les rencontres avec les familles ont lieu dans le salon d'entrée de la résidence. Autrement dit, les familles n'entrent plus dans l'unité protégée. Les proches des résidents restent à l'extérieur de l'unité. Au plan cognitif, il n'est pas sûr que monsieur et madame reconnaissent toujours les visages, ou tous les visages. Selon le psychologue de l'unité, il y a de la confusion, une confusion relationnelle et émotionnelle. Madame appelle parfois Philippe du prénom de son mari ou papa les 2 résidents hommes de l'unité. Les 2 résidents paraissent pourtant consentants. Suite à ces tensions, une réflexion est engagée sur la position institutionnelle à tenir. Comment doit-on se positionner comme soignant? Madame est-elle consentante? Quid de leur liberté? De la nécessité de respecter leur espace? Faut-il informer les familles, l'entourage?
Il est provisoirement décidé de ne pas intervenir, de ne pas informer les familles. Mais par la suite, la situation se complique encore. Monsieur semble souvent, c'est les mots de l'équipe, méfiant et à l'occasion, c'est toujours les mots de l'équipe, agressif verbalement et parfois physiquement avec le personnel. Un jour, alors que la porte de sa chambre est fermée, qu'il est à l'intérieur avec madame, on entend crier derrière la porte, un agent de service entre et reçoit un coup de poing dans le ventre de monsieur. La situation peut aussi se compliquer entre monsieur et madame. Selon certains membres de l'équipe, il arrive que monsieur soit violent avec madame, mais selon d'autres, compte tenu des troubles cognitifs importants, ils ont parfois du mal à se comprendre, à se faire comprendre dans leurs intentions et leurs volontés. Certains soignants ne trouvent pas la relation très épanouissante. Les filles de madame disent que son mari l'a toujours considérée comme un objet de ses besoins et de ses désirs à lui. Peut-être, disent certains membres de l'équipe, peut-être qu'elle reproduit avec monsieur le même schéma de relation. Toujours est-il que, selon certains soignants, monsieur est méchant, ce sont leurs mots, et s'en prend à madame qui est soumise. L'équipe ne constate cependant aucun hématome et la situation a l'air de convenir à madame qui ne paraît pas anxieuse vis-à-vis de monsieur. Au contraire, c'est elle qui va au-devant de lui, veut dormir dans son lit. Monsieur laisse madame le faire, il arrive que le matin, on le retrouve endormi dans le fauteuil à côté de son lit où dort madame. Par la suite, je vous rassure, c'est presque fini. Ou je vous déçois, mais en tout cas, ça va s'arrêter. Par la suite, la situation s'apaise un peu. Les soignants qui, au départ, étaient gênés par la situation disent l'être moins. Certains disent avoir pris de la distance par rapport à leur réaction immédiate, qui était de se mettre à la place des enfants. Les proches de monsieur et madame ne sont toujours au courant de rien. L'épouse de monsieur est rentrée en France un jour après une visite dans le salon d'entrée, alors qu'elle s'apprête à repartir. Elle est venue voir son mari. Son mari dit très clairement « J'y vais, il y a ma femme qui m'attend ». Son épouse lui répond « Mais c'est moi, ta femme ». La soignante, l'infirmière présente à leur rencontre, qui a baissé les yeux, dit « J'ai vu l'interrogation dans les yeux de madame, j'ai pris la fuite pour ne pas avoir à répondre à des questions, me sentant complice ». L'époux de madame, lors de ses appels téléphoniques, demande régulièrement à son épouse si elle pourra bientôt rentrer à la maison, ce qui paraît créer de l'anxiété chez madame. L'équipe est à nouveau divisée. Pour la responsable hôtelière, ce sont des gens qui sont adultes. Laissons-les vivre leurs relations. On n'a pas forcément à divulguer, à informer les familles sur leurs relations. Mais les portes de l'unité vont s'ouvrir à nouveau et l'infirmière et les aides-soignantes ne sont pas sûres de l'attitude à tenir. Donc, la première question à se poser dans cette situation, c'est est-ce qu'on est bien face à une situation dilemmatique, à une situation avec deux options ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que dans les rencontres qu'on a pu faire, pour certains, et peut-être que pour certains d'entre vous, la situation ne pose pas de questions. En l'exposant dans des situations diverses, il y a des gens qui disent « ben non, c'est évident qu'il faut informer les familles et qu'il faut les séparer ». Et d'autres vous disent au contraire « non, c'est évident qu'il faut laisser cette relation, voire l'encourager ». En tout cas, permettre qu'elle se réalise dans de bonnes conditions. Et donc, le premier point à voir, c'est non seulement est-ce qu'il y a une dimension éthique dans cette situation et dans ces questionnements ? Est-ce qu'il y a des valeurs derrière ? Et deux, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'on va en discuter et que le match n'est pas plié, qu'il n'y a pas une réponse évidente qui s'impose ? Vous pouvez, peut-être certains d'entre vous considèrent qu'en réalité, il y a une des voies qui est barrée et que la réponse vous semble évidente. Donc là, c'est un peu sur les préalables de la réflexion éthique. Souvent, on insiste sur ce que je vais faire dans un instant, c'est sur le cheminement de la réflexion, mais juste deux préalables. Vous avez vu le récit que je vous ai fait, c'est 2 heures de rencontre avec l'équipe, 2 heures et demie de réécriture derrière pour que ce soit à peu près précis, raconté comme une narration, avec les guillemets où il faut, avec la bonne chronologie, avec les meilleures infos qu'on ait pu recueillir. Donc il y a un travail en amont de l'analyse de la situation qui est très long, qui est de présenter la situation de manière suffisamment riche pour qu'on puisse y réfléchir, avec suffisamment de détails, avec des choses un peu précises. Et deuxièmement, au moment où vous entrez dans la discussion, vérifiez quand même que tout le monde est d'accord sur le fait que la réponse ne s'impose pas de manière évidente, ou en tout cas que ceux qui le pensent acceptent qu'on ouvre la discussion. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est un cadre de réflexion et de discussion pour aborder cette situation ou les autres. La première chose à clarifier, c'est la question posée, c'est répondre à la question ici « que faire ?», à savoir essayer de préciser les principales options qui peuvent être mises en œuvre. Quelles sont les questions, la question ici qui se pose ?
On le verra, cette question, c'est principalement, si on essaye de... Ils ne l'ont pas dit très clairement au moment où ils s'adressent à nous, c'est un EHPAD qui nous a contactés, ils ne nous disent pas très clairement quelle est leur question. Si j'essaye de la résumer de la manière la plus brutale, on commence par des choses un peu brutales et on affine dans un second temps. Faut-il séparer monsieur et madame ? Et deux, faut-il prévenir ou parler aux familles ? Oui, non, dans les deux cas, et on essaie de clarifier. Donc en fait, il y a deux questions ici, vous avez deux embranchements différents. Est-ce qu'on les sépare ou est-ce qu'on laisse la situation, est-ce qu'on intervient ou on n'intervient pas dans leur relation? Et deux, est-ce qu'on avertit, est-ce qu'on prévient les familles? Donc deux questions qu'il faut clarifier, il faut poser, même si on sera peut-être après amené à les affiner, il faut commencer de manière un peu ferme pour avoir une réflexion claire. Ensuite, que les gens qui vous sollicitent, mettons que vous êtes un comité d'éthique ou une instance éthique et que vous êtes sollicité sur ce genre de situation ou qu'individuellement on vous pose la question de ce que vous feriez dans cette situation, vos interlocuteurs, ils essayent d'avoir de votre part peut-être pas une réponse parce qu'ils ont réfléchi par eux-mêmes et ils vont y répondre par eux-mêmes, mais une proposition de réponse. Que feriez-vous dans cette situation? Et surtout, ce qui va nous intéresser, c'est au nom de quels arguments vous feriez ce que vous préconisez. Vous voudriez les séparer, vous voudriez prévenir les familles. Pourquoi? Au nom de quels arguments éthiques, quels éléments vous allez mettre en face? Et sur cette base argumentative, on va commencer à pouvoir discuter, se faire des objections et y répondre. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que si vous en restez là, juste à proposer une réponse, vous n'avez pas réellement mené de réflexion éthique. Vous allez mener une réflexion éthique à partir du moment où, à la question qui vous est posée, la question factuelle qui vous est posée, on intervient ou on n'intervient pas dans cette relation, on prévient ou on ne prévient pas la famille, vous essayez de formuler, d'expliciter le problème éthique sous-jacent à la question. Si vous avez le souvenir douloureux d'introduction de dissertation de philosophie en terminale, c'est exactement ça qu'on vous demandait, passer de l'intitulé du sujet, qui était une question, peut-on tout attendre de l'État, par exemple, au problème philosophique sous-jacent. Rassurez-vous, c'est difficile pour tout le monde. Donc dans cette situation-là, personne en l'écoutant et personne en voyant les deux options n'a une intuition immédiate du problème éthique sous-jacent, c'est-à-dire des valeurs ou des principes qui sont en jeu. C'est ça qu'on cherche. Quelles valeurs ou principes sont en jeu ici? Ou quels sont éventuellement les conflits de valeurs ou, j'ajoute, j'y reviendrai tout à l'heure, les conflits de loyauté dans cette situation. Donc c'est toute la difficulté de passer de la question au problème. C'est ça qu'on attend d'un comité d'éthique, presque plus que d'apporter une réponse. Moi, je pense qu'apporter une proposition de réponse, se mouiller un peu, dire ce que soi-même on aurait fait ou dire ce que différentes personnes dans le groupe auraient fait, ça a de la valeur, mais en tout cas, la principale chose qui attend de vous, c'est de formuler, d'expliciter les valeurs en jeu, éventuellement les conflits de valeurs. Alors, ce que je vais faire là, c'est essayer de vous montrer les différentes étapes par lesquelles vous pouvez passer pour sauter ce pas, et vous voyez que c'est comme une rivière. Passer de la question au problème, c'est pas du tout évident, il faut prendre son élan, il y a une difficulté, il faut trouver des appuis. Si vous faites un peu de randonnée en montagne l'été, vous le savez, vous traversez un torrent, vous traversez une rivière, il y a un chemin de passage qui est plus ou moins facile, et c'est ça qu'on essaye de faire. Donc les éléments sur lesquels, les questions que vous pouvez vous poser pour essayer de formuler le problème éthique, la première, c'est bien identifier les personnes concernées ou impliquées dans la situation, ce qui veut dire à la fois celles qui le sont déjà et celles qui, à vos yeux, devraient l'être. Peut-être que dans les éléments qu'on a, on a des personnes concernées, monsieur, madame, une équipe qui se questionne, mais essentiellement, vous avez vu que ce qui se questionne, c'est cadre, infirmière, aide-soignante. Bon. Responsable hôtelière. On n'a pas du tout entendu parler jusqu'à présent du directeur de l'établissement, qui est un peu curieux. Bon. Donc les personnes concernées ou impliquées, ou en tout cas les personnes que vous penseriez peut-être devoir mobiliser pour répondre à cette situation, la façon dont elles voient les choses et les autres personnes à mobiliser le cas échéant. Deuxième chose à clarifier, c'est le contexte institutionnel, culturel, social et les contraintes médicales, légales, organisationnelles qui pèsent sur la situation. Le contexte ici, il est multiple. On est dans une unité protégée avec des personnes qui ont des troubles cognitifs relativement avancés, qui sont mariées. Il y en a un sous tutelle, il y en a une qui est une personne de confiance. On est en période Covid.
il y a un confinement, ça c'est une contrainte très lourde qui pèse sur la situation, les familles ne rentrent pas. Si on n'était pas en période Covid, et si les familles rentraient, il y aurait au moins une des deux questions, la question dont les prévient ou pas, qui sauterait parce que probablement ils se seraient aperçus de ce qui se passe. Et probablement eux-mêmes peut-être seraient intervenus ou pas dans la situation. Donc là, préciser le contexte, et on est en EHPAD, on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas à domicile, on est aussi dans un contexte, vous pouvez aller sur le contexte culturel. On est dans une société où l'intimité, la sexualité des personnes âgées, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à envisager. Il y a un très beau rapport des petits frères des pauvres paru il y a un an et demi sur le sujet, qui montre que c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'a plus de désir, c'est que c'est pas parce qu'on a 80 ans qu'on n'a plus besoin d'intimité ou de relations affectives et que le corps est plus présent. Donc, mais ce contexte joue évidemment dans la situation. Dans le contexte, vous pouvez mettre aussi le fait qu'il y a eu une relation homosexuelle qui a un peu traumatisé l'équipe aussi il y a quelques mois. Bon. Les contraintes médicales, légales, organisationnelles qui pèsent sur la situation, bah là, ça vous invite à vous poser très vite une question qui est: que dit le droit ? Que dit le droit sur cette situation ? Monsieur est en tutelle. Est-ce que sa tutrice a l'autorité légale de décider qui il rencontre, avec qui il a des relations intimes ? Il faut que vous alliez voir. Je ne sais pas si vous avez la réponse à cette question. Je suis sûr que dans cette salle, certains l'ont. Elle est assez claire selon le droit, mais il faut aller chercher. Que dit le droit ? L'autre, Madame, l'une de ses filles est personne de confiance. Est-ce que c'est à la personne de confiance, selon le droit, selon le code de la santé publique, de dire qui a des relations avec qui? Donc là, sur les contraintes légales, il faut que vous précisiez les idées, vous faites aider de juristes, vous faites des recherches vous-même, il faut avoir les idées très claires sur ce que ça signifie. Et si vous voulez faire encore mieux, vous allez rechercher s'il y a de la jurisprudence sur cette situation. Est-ce qu'une cour d'appel, par exemple, a déjà été saisie de ce genre de cas? Est-ce qu'elle s'est prononcée? Comment les juges, en tout cas ceux qui ont eu à connaître ce genre d'affaires, les magistrats ont analysé ces situations. Enfin, le cheminement, ça me semble extrêmement important. Par moment, on est complètement désarçonné, on ne sait pas comment agir, on ne sait pas quelle est la bonne décision, et le cheminement, c'est le chemin qui va faire qu'on arrive à une décision, et si ce chemin est bon, on se dit la décision aura peut-être été correcte. Bon, un des éléments d'un bon cheminement décisionnel, vous le savez tous, c'est la collégialité. Essayer de diversifier les regards sur une situation. Donc c'est souvent se poser deux questions là. Quelle collégialité on organise pour réfléchir à cette situation, et malgré tout, qui au final décide, puisque vous savez qu'en médecine, même s'il y a une collégialité, au final, il y a quelqu'un qui décide. Donc là, en l'occurrence, qui on pourrait ou on devrait mettre autour de la table pour réfléchir, et qui au final décide. Ça peut aussi être le cheminement de vous dire, dans l'exposé de la situation qu'on a eue, il y a des choses qui ont été pas faites, il y a des choses qui ont été oubliées. Moi, je trouve par exemple qu'on ne sait quand même pas grand-chose de ce que les résidents pensent de la situation. Et on ne sait pas grand-chose de ce qu'ils pensent des deux options, et notamment, est-ce qu'on prévient ou non leur famille du fait que de la relation qu'ils ont l'un avec l'autre. Bon. Donc là, vous pouvez aussi renvoyer à ceux qui vous sollicitent la question de dire, c'est souvent la fonction d'un comité éthique aussi, ça peut être de dire, là, on aurait besoin de certaines précisions, il y a des éléments qu'on n'a pas. Alors, il y a toujours des éléments que vous n'aurez pas, hein. Personne dans cette salle, normalement, n'est Dieu et n'a une Dieu DIE. Et donc, vous n'avez pas une connaissance absolue de la situation dans tous ses détails. Mais par moment, il y a quand même des éléments qu'on pourrait avoir, qu'on n'a pas et qui méritent d'aller chercher. Je vous ajoute dans ce cadre de réflexion une question que vous mettez à la fin, c'est une espèce de box qui est: quels enseignements pour le futur ? Pourquoi c'est important de se poser cette question très tôt? C'est là où vous allez mettre toutes les choses du style: oui, mais si avant les gens n'avaient pas fait n'importe quoi, on ne serait pas dans cette situation-là, on ne serait pas confronté à cet enjeu. Par exemple, là, dans cette maison de retraite, il n'a pas été anticipé avec les familles que peut-être on ne serait pas amené à tout leur dire de la vie des résidents. Ça n'a jamais été formulé, ça n'a jamais été dit. Or là, on est en période Covid, elles voient peu leurs proches, elles appellent au téléphone, et l'une des choses qui se passe, c'est que les équipes ont le sentiment que
elles sont dans une forme de déloyauté vis-à-vis des familles, parce que quand elle leur dit qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il a fait ces derniers jours, elles ont l'impression de leur parler de choses anecdotiques et de leur cacher la relation qui serait l'élément important à leurs yeux. Donc là, les enseignements pour le futur, c'est ce qui vous empêche de dire oui, mais il y a des choses qui ont été mal faites avant dans cette situation. Si elles avaient été mieux faites, on ne serait pas face à ce dilemme. Oui, peut-être. En attendant, ce dilemme, vous l'avez devant vous. Donc vous pointez les éléments qui auraient pu être mieux faits, vous les mettez dans la case « Quels enseignements pour le futur ?» et vous revenez à la situation. Une situation comme ça, elle nous embête tous, on nous pose tous difficultés, donc on a tous envie de s'en débarrasser, soit en adoptant une position rigide et en s'affrontant à ceux qui ne pensent pas comme nous, soit en accusant de notre malaise moral ceux qui ont géré la situation avant nous. Bon. Donc là, ça permet c'est cette soupape de sécurité qui permet de mettre de côté ces éléments. Bon. Personne, contexte, contrainte, cheminement. Ensuite, je vais aller vite parce qu'on n'est pas là pour faire un cours d'éthique dédié, mais pour vraiment arriver à passer de la question au problème, il y a des éléments théoriques de philosophie et d'éthique qui peuvent vous aider. Le principisme, l'éthique du Caire, l'éthique des vertus et les référentiels. Je vous en dis juste 2 mots pour vous montrer de chacun des 4, pour vous montrer en quoi ça peut permettre de préciser le problème éthique face auquel on est. Le principisme, en gros, c'est 4 principes. Autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice, qui peuvent être des réflexes de questions à vous poser dans une situation. Le principe d'autonomie ou d'autodétermination, ça vous amène à vous demander, dans cette situation-là, qu'est-ce que la personne exprime ? En l'occurrence, qu'est-ce que monsieur exprime ? Qu'est-ce que madame exprime ? Quel est leur discernement ? À quoi ils sont attachés ? Qu'est-ce qui compte pour eux dans leur vie ? Comment accroître le contrôle qu'ils ont sur leur vie et quels sont leurs droits ? Ça, c'est tout ce qui est les questions que vous pouvez vous poser relativement à leur autonomie. Évidemment, selon les réponses que vous allez essayer d'apporter à ces questions, vous allez formuler le problème de manière différente. Deuxièmement, bienfaisance, non-malfaisance, ça vous amène à envisager la situation sous un autre angle et de vous dire quels sont les risques et les bénéfices de chaque option en termes de santé, d'autonomie fonctionnelle, de confort ou de qualité de vie. Là, c'est très très schématique. Vous prenez les 2 options, séparer les résidents, oui, non, prévenir leur famille, oui, non. Si vous séparez les 2 résidents, quel risque et quel bénéfice ? Si vous ne les séparez pas, quel risque, quel bénéfice ? Et vous faites la même chose pour l'autre, prévenir leur famille, oui ou non. Si oui, quel risque, quel bénéfice éventuel ? J'ai mis bénéfice entre guillemets évidemment. Ne pas les prévenir, quel risque, quel bénéfice ? Donc là, c'est une approche conséquentialiste. Vous essayez notamment sur des choses très simples, durée de vie, qualité de vie, confort de vie, quel impact la décision va avoir sur les principales personnes concernées. Dernier principe, principe de justice ou d'équité. Alors là, il y a la question que dit le droit. Il y a aussi la question des conséquences éventuelles sur les tiers. Quelles conséquences la décision qu'on va prendre va avoir sur les tiers, sur les autres résidents, sur les proches éventuellement, sur l'équipe elle-même. Vous avez le droit de vous poser, même je pense le devoir de vous poser quelle est la conséquence de la décision que vous allez prendre sur l'équipe elle-même. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à fonctionner après la décision que vous allez prendre ? Et quelque chose qui est très important ici, c'est est-ce que vous raisonneriez différemment si la situation était différente ? Si on n'était pas en période Covid, s'ils n'avaient pas 80 ou 90 ans, mais 50 et 60, s'ils n'avaient pas de troubles cognitifs, s'ils n'étaient pas en tutelle, si c'était 2 hommes ou 2 femmes, est-ce que vous raisonneriez différemment ? Est-ce que vous auriez raison de le faire ? Donc là, autour du principe de justice, vous faites varier la situation pour essayer de cerner ce que celle-là a de très très particulier et ça vous aide à bien cerner ici ce qui se passe. Donc, par exemple, principe de bienfaisance, non-malfaisance, si vous dites on prévient les familles, vous essayez de prévoir, d'anticiper, ou en tout cas de faire des hypothèses sur les conséquences que ça va avoir sur les principaux concernés. À mon avis, si vous vous en restez là, mais c'est un avis personnel, si vous en restez là à ces 4 principes, vous avez un peu débroussaillé la situation, mais vous en restez, me semble-t-il, à une analyse qui parfois peut être un peu élémentaire et qui manque certains aspects humains de la situation. Donc vous pouvez enrichir ces premières questions que je vous ai proposées par d'autres questions.
Les éthiques du care, Carol Gilligan, John Tronto, elles insistent notamment sur l'importance des liens qui existent entre nous et des relations de care qui existent entre les individus. Carol Gilligan, John Tronto, elles vous disent toute l'éthique, elle est bâtie sur les droits et les intérêts des individus. Mais on sait bien que dans une société, ce qui existe, ce n'est pas seulement des individus, c'est les liens et les relations entre des individus. Ces liens et ces relations, elles ont de la valeur. Par conséquent, demandez-vous quelles conséquences risquent d'avoir les différentes options sur les liens et les relations qui existent entre les protagonistes. Par exemple, l'équipe se demande beaucoup quel impact va avoir la décision de prévenir ou de ne pas prévenir sur leur relation avec les familles. Est-ce que ça va perturber si la famille s'aperçoit qu'on les a trompés? Est-ce que ce mensonge risque d'altérer la confiance que les familles ont vis-à-vis de l'équipe? Donc, à ce moment-là, vous refaites comme pour bienfaisance, non malfaisance, mais vous envisagez les risques et les bénéfices de votre décision, non plus sur la santé, l'autonomie, la qualité de vie, mais sur les liens et les relations de care entre les personnes concernées. En quoi ça va renforcer ou au contraire fragiliser, amoindrir leurs liens. Les éthiques du care nous incitent aussi à être attentifs à nos responsabilités les uns vis-à-vis des autres. Et là, ça vous invite à vous demander, est-ce que certains acteurs de la situation se sentent des devoirs particuliers vis-à-vis d'autres acteurs, et si oui, lesquels? Et là, on s'approche quand même de ce qui se joue moralement dans la situation, parce qu'on voit très bien que l'équipe est divisée, qu'elle se sent un devoir de loyauté d'une part vis-à-vis des résidents, de respecter la relation affective qui existe entre eux, de respecter leur intimité, mais qu'en même temps, l'équipe se sent une responsabilité vis-à-vis des familles, vis-à-vis des filles de madame et vis-à-vis des deux époux, se sent une responsabilité d'être loyal, d'être transparent, de ne pas mentir. Et donc, vous avez ici, ils se sentent un devoir, ils se sentent une responsabilité qu'ils ont l'impression de trahir, en l'occurrence, les uns vis-à-vis des autres. Et ils se posent aussi la question de la responsabilité des deux résidents. Certains membres de l'équipe, vous avez entendu, trouvent que c'est une relation adultère. Ils se demandent si les deux résidents se souviennent qu'ils sont mariés, se souviennent, comme disent certains membres de l'équipe, des droits et des devoirs des gens qui se sont maritalement engagés. Et donc, certains membres de l'équipe voudraient être, vous voyez, les défenseurs de cette obligation que les résidents eux-mêmes ont prise, mais dont ils ne se sentent plus tout à fait, à laquelle ils ne se sentent plus tout à fait liés. Et donc, ils se sentent dans une responsabilité d'assumer pour les résidents un engagement qu'ils ont pris par le passé, mais qu'en raison des troubles de la mémoire, dont ils ne se souviennent plus. Enfin, les éthiques du care nous invitent, et c'est là on est dans le thème de notre université d'été, à nous rendre vulnérables à la vulnérabilité d'autrui, à apprendre à nous rendre vulnérables à la vulnérabilité d'autrui. Et là, c'est une question importante, Anne-Caroline y a fait allusion. Quelles émotions, quels affects la situation produit-elle chez vous en l'écoutant? Quels souvenirs ça mobilise? Quels mécanismes d'identification ça produit? Dans l'équipe, il y a plusieurs aides-soignantes qui m'ont dit, moi au début, je voulais absolument prévenir la famille parce que je m'identifiais aux filles de madame. Elles avaient le même âge que moi, elles étaient dans une situation assez proche, et je me suis dit que moi, si j'avais entre guillemets, placer ma mère en EHPAD, j'aurais très très mal vécu qu'on ne me prévienne pas si ce genre de choses se produisait. Et donc il y a un mécanisme d'identification qui se produit et qui est très puissant là, dans la lecture que certaines personnes ont de la situation, en tout cas de leur première lecture, et qui change totalement les choses. Troisième cadre, je ne vais pas vous faire un cours sur Aristote, je vous rassure, mais c'est une troisième façon d'enrichir la lecture de cette situation. Ce n'est pas de vous dire quels principes, autonomie, bienfaisance, non-malfaisance, justice sont en jeu, ce n'est pas de vous dire quels liens il faut prévaloir, mais vous pouvez vous demander de quelle qualité morale il faudrait que l'équipe fasse preuve dans cette situation. Et là, vous entrez dans la situation non pas par des principes, par des valeurs, mais par des dispositions intérieures. Est-ce que dans cette situation, le plus important, c'est de faire preuve de courage, d'humilité, de sincérité, de prudence, de neutralité, de loyauté, de sollicitude, de transparence, de tact, de discrétion, de délicatesse, de détermination, comme vous voulez. Mais
de quelle qualité il est important de faire preuve dans cette situation. Il y a un certain nombre de gens qui n'aiment pas raisonner avec les principes de la bioéthique. Il y a un certain nombre de gens que l'éthique du Caire laisse froid. Et il y a un certain nombre de gens qui pensent plutôt par disposition. Et donc, pour vous, bien se comporter dans cette situation, c'est faire preuve de quelle qualité vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis d'autrui. Enfin, vous pouvez utiliser des référentiels. Alors, je vous montre un qu'on a élaboré à l'espace éthique. Vous pouvez utiliser des référentiels comme la charte éthique et accompagnement du grand âge. Vous pouvez utiliser la charte des droits et libertés de la personne accueillie, un référentiel qui est partagé. Ici, en l'occurrence, je vous ai pris 4 articles de cette charte, 4 points de vigilance qui sont pertinents dans cette situation. Cette charte, elle vous dit qu'il faudrait favoriser l'expression par les personnes de l'ensemble de leurs potentialités, se préoccuper de leurs droits, préserver le plus possible leur intégrité, leur bien-être, tout en réduisant au maximum les restrictions éventuelles à l'exercice de leur liberté. Il est clair que intervenir dans la relation entre monsieur et madame, ce serait poser une restriction à l'exercice de leur liberté. C'est évident. Ensuite, dans la charte, vous trouvez un autre item. Il y en a 10, mais il y en a 4 qui s'allument, si vous voulez, qui sont pertinents dans cette situation. 3, on vous dit que c'est important d'être à l'écoute de ce qu'une personne sait, comprend, exprime. Là, ils expriment des choses par leur comportement. On n'est pas allé beaucoup voir ce qu'ils comprennent de leur situation, notamment vis-à-vis de leurs époux respectifs. S'assurer de son consentement ou à défaut de son assentiment, tenir compte de son histoire, de sa culture, de ce à quoi elle attache de la valeur. Vous voyez que cette question, elle est centrale pour l'équipe. Est-ce que les 2 résidents sont consentants ? Alors, il n'y a pas de forçage du consentement, puisqu'apparemment, ils vont l'un vers l'autre sans y être forcés. Mais est-ce qu'ils comprennent exactement ce que ça implique comme intimité que d'avoir des relations sexuelles ou intimes ? Est-ce qu'ils ont le souvenir d'être mariés ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont authentiquement consentants ? La question, en tout cas, elle se pose. Vous voyez que certains membres de l'équipe se disent « Mais est-ce que madame, elle n'est pas, malgré ses troubles cognitifs, elle est encore présente, elle reproduit un pattern de soumission par rapport à un homme ?» Donc on essaye en essayant de trouver dans l'histoire du sujet des choses qui font sens pour se dire, bon ben, peut-être qu'elle n'est pas consentante au sens ordinaire du terme, mais que c'est bien elle, que c'est toujours elle, et qu'il y a quelque chose comme son autonomie, sa volonté, sa personnalité singulière qui s'exprime dans cette situation. 5, cette charte, elle vous dit, et là c'est encore plus pertinent, reconnaître le besoin pour chaque personne d'avoir une vie relationnelle, sociale, familiale, affective, intime, pour chaque personne, quel que soit son âge, qu'elle soit en tutelle ou pas, qu'elle ait des troubles cognitifs ou pas. Et aussi respecter son droit à la vie privée. Est-ce qu'on peut entrer dans une chambre, même dans une unité protégée, sous prétexte qu'on croit entendre des cris, sans frapper ? Est-ce que c'est normal ou anormal d'être refoulé un peu brutalement, préserver le plus possible son intimité ainsi que la confidentialité des données, des informations et des données qui la concernent. Là, on voit bien qu'entre le respect de l'intimité, de la vie affective d'une part et ici la confidentialité, il peut y avoir un conflit. Enfin, la charte vous dit respecter dans leur diversité les savoirs, les compétences, les rôles et les droits des familles et des proches. L'équipe se demande ici quels sont ses devoirs vis-à-vis des filles, vis-à-vis des époux. Faut-il les informer, ne pas les informer ? Donc, je résume. On a une question, au début assez basique. Est-ce qu'on les sépare ? Est-ce qu'on prévient leur famille ? Et on essaye par les différentes médiations que je vous ai présentées, les personnes, les contraintes, le contexte, le cheminement, et puis par ces 4 chemins, empruntez le vôtre, choisissez celui qui vous parle. Si c'est vous, c'est les 4 principes de la bioéthique qui vous parlent, prenez-les. Si vous avez plutôt une approche par les chartes, prenez une charte. Si vous avez envie de mêler les 4, mêlez les 4. On n'est pas dans une société de rayonnement et d'épanouissement des libertés individuelles, au moins aussi puissant qu'on souhaiterait qu'il le soit. L'éthique est souvent un lieu de liberté. Ne vous imposez pas de la contrainte vous-même en éthique. C'est un moment où on peut penser librement. Pensez que les outils qui vous servent, qui vous parlent, qui vous intéressent. Et à ce moment-là, on peut essayer de passer à répondre à la question. En général,
ces différentes questions, ce n'est pas une liste à suivre chronologiquement. Vous remontez un élément. Dans la discussion, il y a différents éléments qui vont venir. Et par exemple, dans la discussion peut venir le fait de repréciser la question. Par exemple, au début, on a dit est-ce qu'il faut prévenir leur famille ? Peut-être que cette question elle est mal formulée. Peut-être que l'enjeu n'est pas de savoir si on prévient les familles, mais on va prévenir qui ? On va prévenir. Est-ce qu'on est obligé de les prévenir tous si on choisit d'en prévenir certains ? Est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, prévenir les filles et pas les époux, ou prévenir l'épouse de monsieur et pas l'époux de madame ? Donc, on reprécise la question. Il se peut qu'on y apporte une réponse un peu plus nuancée, qui n'est pas de les prévenir tous ou d'en prévenir aucun, mais peut-être de prévenir certains à un moment donné quand ça semble pertinent. Autrement dit, dans cette situation, j'ai essayé de vous montrer que l'important et ce qui est à la fois important et extrêmement difficile à faire, et croyez-moi, c'est à chaque fois difficile de passer de la question au problème. Il n'y a personne, enfin il y a peut-être des gens, mais en tout cas on n'en connaît pas, nous, à l'espace éthique, qui voient d'emblée dans une situation quels sont les enjeux sous-jacents, les valeurs derrière, les conflits de loyauté derrière. Bon. Donc, on s'invente un cheminement. Là, je vous en propose un. Réfléchissez aux personnes concernées ou impliquées. Moi, il me semble, par exemple, sur les personnes concernées ou impliquées, qu'il y aurait une injustice à ce que quand les portes de l'EHPAD vont s'ouvrir, parce qu'en élément de contexte, c'est ça, l'élément principal, les portes de l'unité spécifique vont s'ouvrir dans peu de temps. On va lever le confinement et les familles vont de nouveau rentrer. Donc, temporellement parlant, on est dans une situation qui ne va pas durer. Donc ça, c'est pour le contexte. Si la situation ne dure pas et qu'un jour, les deux époux, en tout cas l'épouse et les filles, viennent dans l'unité et se rendent compte de ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont tomber à bras raccourcis, enfin en tout cas c'est possible, sur le premier ou sans doute la première soignante qu'elles auront sous la main. Une aide-soignante, une infirmière, comme ça a failli se produire dans le salon d'entrée. Est-ce que c'est juste en termes d'éthique managériale que la foudre de la famille, là en l'occurrence, elle tombe sur la soignante de proximité qui est en train de s'occuper du résident ? Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'impliquer les personnes impliquées, d'impliquer la direction, de fonder une posture institutionnelle, d'avoir une réponse d'équipe à cette situation qui est assumée institutionnellement, où on est au courant que la famille risque d'être surprise si on ne l'a pas prévenu et qu'à ce moment-là, on les invite à aller voir le directeur qui est au courant de la situation, qui ne débarque pas, ou la cadre, ou les deux, et qui sont capables d'expliquer ce genre de situation. Pourriez-vous dire, en enseignement pour le futur, peut-être qu'il faudrait dire aux familles au moment d'une entrée en établissement, on va communiquer avec vous, on va vous parler de votre proche, mais on ne pourra pas tout vous dire. On est aussi garant de l'intimité de leur vie privée. Et peut-être qu'on pourrait aussi leur dire, votre relation avec vos proches va probablement être amenée à changer. Et elle peut être amenée à changer de plusieurs façons. Bon. C'est des questions, c'est les enseignements pour le futur que vous souhaiterez mettre dans cette situation. Bon. En termes d'analyse, moi, il y a deux choses qui m'ont frappé quand l'équipe m'a raconté cette situation. En gros, ils étaient centrés. La responsable hôtelière disait, moi, mon métier avant, j'ai travaillé dans des hôtels et mon travail, ça a toujours été de protéger la vie privée des gens. Et ces gens-là sont réputés chez eux. Je ne vois pas pourquoi. Ils ont les relations qu'ils souhaitent. Même en tutelle, article 459-2 du Code civil, la personne choisit son lieu de vie, ses relations. Donc, a priori, même en tutelle, monsieur choisit ses relations. En cas de difficulté, le juge statue. Si vous voulez saisir le juge pour qu'il dise si la relation doit continuer ou pas, faites-le. Mais en l'occurrence, normalement, c'est lui qui statue. Bon. Quand on a discuté de cette situation avec l'équipe, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils avaient totalement oublié leur réflexe soignant. Ils étaient partis sur un débat, en gros, les uns, mais c'est des adultes, même s'ils ont des troubles cognitifs, il faut les laisser libres. Et pourquoi on interférerait ? Donc on n'interfère pas et on ne prévient pas les familles. Et les autres étaient dire non, ils ont des troubles cognitifs, il faut les protéger, c'est des personnes vulnérables. Et donc, à minima, il faut prévenir les familles, c'est notre devoir. On s'est engagé vis-à-vis des proches d'une certaine façon et la famille décidera. Et s'il décide de les séparer, ce sera compréhensible. Voilà en gros comment c'était. Moi, je trouve qu'en prenant le chemin que je vous ai proposé, et notamment le principisme et des choses toutes bêtes,
quel est l'impact actuel de la situation sur les 2 résidents. Vous avez 2 résidents qui ont plus de 80 ans, qui dorment dans le même lit. On est dans un EHPAD. Vous voyez la taille des lits dans un EHPAD? C'est quoi le premier risque, là, en l'occurrence, avant d'être un risque d'adultère? Voilà, de chute. Vous passez votre vie dans ces unités à être inquiet d'un risque de chute. Et là, dans cette situation, tout le monde l'avait oublié. Il y en a un des 2 qui risque de tomber et de se blesser. Deuxième chose, le monsieur dort sur le fauteuil, il a fini la nuit sur le fauteuil dans sa chambre, il laisse chevalesquement, je ne sais pas si ce mot existe, cavalièrement, le lit à sa compagne. Qu'est-ce que ça vous évoque en termes, mais vraiment cliniques là? Il va bien dormir? Il va avoir la ration de sommeil qu'il lui faut, et donc il va mal dormir. Probablement. L'impact des troubles du sommeil ou du manque de sommeil sur les troubles cognitifs, c'est pas terrible. A priori, c'est une partie du job des équipes des unités spécifiques de ralentir la perte d'autonomie, d'éviter l'entrée dans la grande dépendance. Ils étaient en train de rater le fait que ce monsieur, là en l'occurrence, il ne dort plus, ou en tout cas, il dort plus beaucoup, il dort pas dans d'excellentes conditions. Et donc, la situation, même si on fait rien, on fait quelque chose, c'est-à-dire on le laisse possiblement dégrader sa cognition par manque de sommeil accumulé. Je ne dis pas que ça répond à la situation. En tout cas, même en ne faisant rien et en n'intervenant pas dans cette situation, vous faites quelque chose. Vous laissez quelque chose perdurer. Bon. Alors je vous laisse décider ce que vous ferez. Si vous prévenez les proches et lesquels, si vous séparez ces résidents, ou au contraire, ce qui, moi, était plutôt... Parce que moi, je pense qu'il faut qu'on se mouille à un moment donné. Ma proposition de réponse qui valait ce qu'elle voulait, mais si vous considérez que cette relation est consentie, je ne vois pas ce qui vous légitime à intervenir. Il y a un arrêt d'une cour d'appel en 2016 qui va un peu dans mon sens. Mais par contre, assumez vos responsabilités de soignant. Il faut que ce monsieur puisse dormir et il faut que ces 2 personnes évitent de chuter. Donc, débrouillez-vous pour qu'il puisse dormir dans un lit qui permet d'y dormir à 2. On finit là-dessus. Demain, 8h30, ici, Stéphane Zigart, Robin Micalon. Soyez précis. Bonne soirée.